Ok, donc premier cours, un petit peu technique de prof de programme. Avant de faire de la prof de programme donc en coq, hein, qui est un petit peu notre objectif dans ce cours, euh, on va essayer de voir comment déjà on fait des preuves, on va dire, en logique du premier ordre, assez classique. Donc on va oublier pour l'instant, je dirais au moins dans ce premier cours, la notion de programmation. Et on va dire, ok, donc je me donne des formules. Et puis j'essaye de faire une preuve de ces formules et voilà, est-ce que j'y arrive bien effectivement dans un système comme Coq. Donc dans un premier temps, enfin le cours je dirais, il va avoir deux parties. Une première partie un petit peu, on va dire théorique, où on va rappeler un petit peu la division de la logique du premier ordre, la sémantique, les systèmes de preuves. Et un deuxième temps où on va essayer de mécaniser les preuves qu'on aura faites, je dirais, sur papier, en coq. D'accord. Donc il y aura vraiment deux parties. Alors la première partie, elle peut sembler être un peu un rappel de ce que vous avez vu, on va dire, les années précédentes, notamment en licence, des cours de logique du premier ordre, que vous avez très certainement vu. En tout cas, ceux qui viennent de Montpellier, c'est sûr. Et ces cours-là, alors oui, c'est à la fois un peu un rappel, mais vous allez voir que en fait, la logique sur laquelle repose Coq est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de croiser. La sémantique, la syntaxe est la même, on va voir que c'est la même syntaxe, il n'y a pas de différence. Mais la sémantique, elle, est différente. D'accord. Et cette sémantique différente a un impact en particulier sur les systèmes de preuves correspondants. Voilà, il y a des différences assez fondamentales. Alors on peut continuer à faire des preuves comme on avait fait les autres années hein, en coq, hein, on va voir, c'est possible. Mais on va voir que Coq utilise une sémantique différente qui a un impact assez profond et on verra ça dans plusieurs cours, pas tout de suite, et l'explication de pourquoi une sémantique différente justement. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, donc on va commencer. La syntaxe, je vous l'ai dit, la syntaxe est la même. Là, il n'y a pas vraiment de grandes surprises pour la logique du premier ordre. On introduit, si vous vous souvenez, l'introduction en fait de la logique du premier ordre, elle se fait généralement en deux temps. On introduit d'abord les termes du premier ordre et ensuite la partie formule, la partie propositionnelle. Donc les termes, c'est un petit peu, c'est les objets sur lesquels on va raisonner, hein, d'accord, qui sont assez structurés, hein, on va le voir. Et alors donc du coup, on a besoin de quoi pour définir cette syntaxe? On a besoin d'un ensemble de variables, V, grand V, qui est infini. Il y a une infinité de variables, donc c'est un ensemble dénombrable quand même, en revanche. Donc c'est des noms de variables, hein, tout simplement. Ensuite, on se donne des symboles de fonction. Pareil, c'est un ensemble infini dénombrable et un ensemble de symboles de prédicats. Alors on utilisera généralement ces notions, des petites lettres pour les fonctions, des majuscules pour les symboles de prédicat, et puis pour les variables aussi des minuscules, mais plutôt vers la fin de l'alphabet. Donc voilà. Mais on précisera à chaque fois, de toute façon, dans l'énoncé, ce qui est variable, ce qui est fonction, ce qui est prédicat, etc. Il faut toujours préciser de toute façon. Et l'ensemble des fonctions et des prédicats, ici, vous voyez, est disjoint. D'accord. On n'a pas le même nom, on ne peut pas avoir un symbole qui joue à la fois le rôle de fonction et de prédicat, même si on s'en sortirait un petit peu finalement. C'est pas si dur de voir la différence. Mais voilà, on s'interdit ça généralement et on se donne une petite fonction, petit m, ici, qui est l'arité soit des fonctions, soit des prédicats. Donc c'est-à-dire en fait le nombre d'arguments attendus par le symbole. Donc ensuite, les termes de premier ordre, en fait, ça se définit inductivement. C'est une définition récursive qui, voilà, donc c'est l'ensemble T ici, hein, qui est le plus petit ensemble qui vérifie deux propriétés. Donc deux propriétés, c'est les deux propriétés qui sont là. Donc si on a une variable, alors c'est un terme. D'accord. Donc les termes, les variables sont des termes. Et si on se donne un symbole de fonction et donc d'arité n, donc ça veut dire qu'il attend n arguments et n termes justement, et ben si on donne les n termes à f, et ben c'est un terme. D'accord. Donc ça veut dire que on a dans les termes moralement, on a
donc les variables et les applications de fonctions, en gros. Alors, important aussi, on donne tous les termes, tous les arguments à une fonction qui attend n arguments. D'accord, on ne donne pas la moitié ou on ne fait pas d'application partielle comme on pourrait faire par exemple dans certains langages fonctionnels, donc ça c'est important. Et les constantes, on peut avoir aussi des constantes qui ne sont pas des variables, et ben c'est tout simplement des fonctions d'arité 0. C'est un cas dégénéré effectivement de fonctions, les constantes. Ok, donc maintenant on peut passer à la partie formule, donc la partie propositionnelle, qui va raisonner sur les termes du premier ordre. Donc pareil, donc c'est une définition récursive, inductive, donc c'est l'ensemble F qui vérifie un certain nombre de propriétés. Donc la première propriété c'est les atomes. Donc en gros on se donne un symbole de prédicat, d'arité n aussi, on lui donne n termes à manger en gros, et l'application de P à T1Tn est une formule. D'accord. Donc ça en fait P de T1Tn est appelé un atome généralement, ça c'est le vocabulaire. Vous avez bottom ici qui est le faux, top qui est le vrai. Attention, c'est syntaxique, tout ça c'est de la syntaxe. Donc, pour l'instant je ne fais pas d'interprétation dans des modèles, dans les booléens, etc. Donc ne le confondez pas avec le vrai et le faux booléen. Pour l'instant c'est juste de la syntaxe. Vous avez ensuite la négation, et ensuite tout un tas d'opérateurs de connecteurs binaires, donc le et, le ou, l'implique, l'équivalent. Donc les trois propriétés là que vous avez, c'est les trois propriétés de logique propositionnelle, on les connaît très bien, d'accord, donc ça c'est pas de surprise. Et après le premier ordre débarque vraiment, avec donc le premier avec les atomes déjà, ou avec les symboles de prédicat, mais surtout avec les deux quantificateurs, donc pour tout et il existe, qu'on introduit là avec une variable. On quantifie une variable sur une formule, donc on peut imaginer que le x ici par exemple est dans phi, normalement apparaît dans phi. Alors il peut ne pas apparaître, évidemment, c'est un cas un peu bizarre, mais normalement il apparaît. Et important ici, vous voyez, il y a une notation pointée. On utilise ce qu'on appelle une notation pointée, c'est pour tout x, point phi. Donc c'est une notation qui est issue du lambda calcul, d'accord, et on va voir que il y a une petite convention de lecture lorsqu'on utilise la notation pointée, et on va en parler dans quelques secondes. Alors, justement, donc en parlant des conventions, donc regardons, on va utiliser, lorsqu'on fait les formules, lorsqu'on utilise des formules, on va essayer d'utiliser un minimum de parenthèses, d'accord ? Alors pourquoi ? Parce que utiliser les parenthèses, c'est un avantage, c'est que ça permet de lever les ambiguïtés. Quand la formule est surparenthésée, on va dire, ok, on la lit bien, on voit très bien quels sont les arguments des connecteurs, etc. Mais c'est un peu lourd à lire, d'accord. Il y a des parenthèses un peu partout, donc c'est pas immédiat. Donc moi, je suis partisan de mettre un minimum de parenthèses, et c'est ce que je ferai la plupart du temps. Et donc, par contre, en revanche, il faut des conventions. Et donc les conventions, elles sont les suivantes. Ce sont les suivantes dans ce cours-là. Donc, d'abord au niveau de l'associativité des connecteurs, donc le et, le ou et le équivalent, donc trois connecteurs binaires vont associer à gauche. Donc typiquement, si vous avez par exemple A et B et C, les parenthèses sont autour de A et B. Donc on voit bien que l'associativité se fait à gauche. Mais il y a un quatrième opérateur binaire, vous le savez, donc c'est le implique, et ce connecteur binaire, lui, il va associer par contre différemment, il va associer à droite. C'est le seul qui va associer à droite, pour d'autres raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Mais donc typiquement, si vous avez A implique B implique C, à ce moment-là, les parenthèses sont autour de B implique C. D'accord. Et donc, et c'est souvent un peu piégeux. Vous allez souvent tomber dans le piège, je dirais au début, dans ce cours. Donc attention, je vous le dis, attention à l'implique, et moi la plupart du temps je mettrai des choses comme ça, c'est-à-dire sans parenthèse, donc attention à bien négocier, on va dire, cette convention d'associativité pour le implique. Alors, on a aussi des précédents sur les connecteurs, d'accord. Donc là c'est l'associativité donc pour un connecteur. Et vous avez aussi une précédence entre connecteurs.
qui permet justement de virer un certain nombre de supprimer un certain nombre de parenthèses. Donc, et cette précédence, bon, elle est là, hein, donc on utilise ce symbole-là qui est supérieur, qui veut dire plus fort que, d'accord. Donc en gros, vous avez le nom qui est plus fort que le et, qui est plus fort que le ou, qui est plus fort que l'implique et qui est plus fort que le équivalent, d'accord. Donc on peut donner un exemple, hein. Si on a par exemple A et B implique C, donc là vous voyez il n'y a aucune parenthèse, et ben, je regarde la chaîne de précédence, je vois que le et dans la chaîne de précédence est plus fort que le implique, donc les parenthèses je les mets autour du A et B, tout simplement. Voilà, donc là vous avez éventuellement d'autres exemples. Alors, concernant les quantificateurs et donc la fameuse notation pointée dont je vous avais un petit peu parlé tout à l'heure, donc elle est issue oui effectivement c'est une notation qui est issue du lambda calcul. Et vous allez voir pourquoi on l'utilise vraiment en coq, parce que justement coq est très lié au lambda calcul, on le verra dans quelques cours. Et donc l'idée de la notation pointée, c'est que le quantificateur, enfin la variable liée par le quantificateur, la portée de ce quantificateur, généralement c'est toute la formule, jusqu'à ce qu'elle rencontre une parenthèse qui va limiter sa portée. Voilà. Alors, le mieux c'est que je donne des exemples, hein. Donc les exemples que je vais donner, voilà, ces deux exemples là. Donc si je prends il existe x, p de x implique p de a et p de b, d'accord. Donc là je vois qu'il n'y a pas vraiment de parenthèse fermante concernant ce quantificateur, il n'y en a même pas d'ouvrante avant la formule, donc le x il a sa portée, c'est toute la formule, vous voyez. Donc le p de x mais aussi le p de a et p de b. D'accord. Donc là, j'ai mis la version parenthésée, donc justement, donc là, je mets les parenthèses, effectivement, ici. Et là, c'est important, hein, parce que souvent, vous vous faites aussi piéger avec la notation pointée. D'accord. Souvent, quand vous lisez ça, la plupart du temps, vous dites, tiens, les parenthèses sont là. Et c'est pas le cas. D'accord. C'est vraiment toute la portée de la formule, jusqu'à ce qu'on rencontre une parenthèse qui va limiter sa portée. Alors, justement, si je veux limiter la portée du existe ici, là, je veux qu'il aille jusqu'au niveau du p de x ici, et pas jusqu'à la fin de la formule, et je mets des parenthèses autour, de manière à limiter sa portée. Donc, vous voyez, je mets des parenthèses vraiment autour de cette formule-là. Et là, le existe va jusqu'à la fin de la formule, et il rencontre une parenthèse fermante, et là, il se dit, ok, j'ai terminé, je suis limité, là, je suis borné par ces deux parenthèses qui vont limiter ma portée. Donc, c'est le seul moyen. Voilà, donc important aussi, hein, cette notation pointée, vous faites un petit peu avoir au début, souvent même je dirais. Donc j'arrive parfois, effectivement, il y a des étudiants même à l'examen qui se font encore avoir. Donc bon voilà, donc c'est le premier cours, c'est de la syntaxe, vraiment, c'est bête de se faire avoir par de la syntaxe. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, il y a une notation, on va utiliser une notation qui va alléger un petit peu, hein, lorsqu'il y a plusieurs pourtours qui s'enchaînent, ainsi que plusieurs, il existe d'ailleurs, et on utilisera une notation avec une virgule, quel que soit x, virgule y, c'est équivalent à pour tout x, point pour tout y, etc. Ça nous simplifiera un petit peu les notations par la suite.